Bienvenue sur l'Actu Courte. Aujourd'hui, on va écouter un clash entre Rima Hassan, qui avait fait une remarque sur Aymeric Caron, et il a décidé de répondre. En effet, dans une interview sur Thinkerview, Rima Hassan, longue interview de 3 heures, a tenu des propos et ainsi de suite, et avait fait une réflexion en dénonçant un petit peu les propos d'Aymeric Caron, en tout cas tout du moins l'axe d'Aymeric Caron. Aymeric Caron a répondu en étant un peu choqué, en expliquant que ce n'était pas du tout son positionnement. Certains ont décidé de tomber sur Aymeric Caron, c'est un sioniste et ainsi de suite. Aymeric Caron recadre les gens, c'est assez incroyable et ça fait écho un petit peu à ce que je dis de longue date et même ce que Rima Hassan avait mis dans même cette interview, mis en garde les gens qui l'idolâtraient. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite fortement à vous abonner et à partager un maximum. Pour rappel, la cause palestinienne est très ancienne, soutenue par beaucoup de monde de longue date, bien évidemment. Malheureusement, comme ce qu'on appelle les nouveaux convertis, ceux qui connaissaient pas cette affaire-là et qui ont débuté après le 7 octobre, apprenant cette situation, le calvaire des Palestiniens, souvent il y a des gens qui sont un peu perdus et ne savent pas où se positionner ou de manière un peu trop radicale. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des gens qui dénoncent le génocide à Gaza, mais d'autres dénoncent surtout la colonisation de longue date, etc. Et le problème, c'est que parfois des gens se tombent dessus alors qu'ils sont tous les deux, entre guillemets, pro-palestiniens. Donc voilà, critiquez-vous si vous le souhaitez sur votre positionnement lax, mais ne vous critiquez pas de sioniste ou autre. Écoutons les propos qui ont lancé la problématique de Rima Hassan. Il se retrouve avec Oslo, où la colonisation et l'occupation et l'apartheid s'ancrent chaque jour un peu plus. Gauche comme de droite, Moi, les personnes qui me disent c'est que Netanyahou, etc., comme j'ai pu l'entendre par ailleurs sur ce fauteuil, certains de vos invités, y compris des gens comme Caron, je veux dire, d'autres. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui réduisent vraiment la question palestinienne, parfois, la lecture de c'est Netanyahou, c'est le diable, quand il sera parti, ça ira mieux. Non. Quand on regarde l'histoire de la colonisation israélienne, vous avez Pérez, vous avez Golda Meir, qui est une femme de gauche. Ce sont des figures de gauche. Golda Meir, elle a empoisonné les terres palestiniennes en territoire occupé. Il se retrouve avec... Donc là, on a Rima Hassan, et c'est magnifique parce que des fans de Rima Hassan dénonçaient ces propos-là il y a quelque temps. Rima Hassan avait dit, il faut faire attention, certains m'idolâtrent, et n'ont plus aucune raison derrière tout ça. Rima Hassan explique que le problème en Palestine, la colonisation israélienne, c'est pas un problème d'extrême droite. Le problème, ce n'est pas Netanyahou. Netanyahou, il était pas né que y avait des massacres de Palestiniens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le problème de l'extrême droite, parce que même quand la gauche est au pouvoir en Israël, les massacres continuent, la colonisation continue, et ainsi de suite. Le problème, c'est l'idéologie sioniste, c'est l'idéologie messianique de textes de certains, des radicaux, qui considèrent que qu'il faut un grand Israël, que le grand Messie va arriver et il va déglinguer tout le reste de la planète, et nous on dominera le monde, etc. Voilà. Donc en fait, c'est pas une histoire de gauche ou de droite. Et voilà. En tout cas, elle dénonce ça. Et elle dénonce le fait que des gens comme Aymeric Caron, quand ils abordent des questions de la cause palestinienne, comme moi, j'ai dénoncé de très longue date, ce qui m'avait valu certains ennemis. En fait, il faut arrêter de critiquer l'extrême droite. Nous avons dans certains pays européens dans le monde des gouvernements d'extrême droite qui dénoncent la colonisation israélienne, qui dénoncent le génocide israélien. Et dans ces pays-là, la gauche soutient la colonisation israélienne. Donc en fait, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre, ça n'a strictement rien à voir. Il fut un temps où la gauche française validait la colonisation en Afrique. Donc là, Rima Hassan, elle est en train de dire, c'est pas une question de gauche ou de droite. C'est juste une question de colonialisme.
Il faut dire stop au colonialisme, stop au massacre. Demain, Netanyahou n'est plus au pouvoir, ça va continuer, le drame va continuer. Et Émeric Caron a tendance à axer son combat juste sur l'extrême droite israélienne. Donc voilà son propos. Émeric Caron, pas content de ses propos, décide de répondre. En soi, l'analyse de Rima Hassan, elle est tout à fait véridique, elle est tout à fait vraie. Mais elle met dans la sauce Émeric Caron. Émeric Caron donc décide de répondre. Je suis extrêmement surpris de ton attaque publique malhonnête dirigée contre moi, Rima. Ton agressivité et tes mensonges ne sont certainement pas à la hauteur de la cause que nous défendons en commun. Alors là, c'est très important. Ça se clash, mais Émeric Caron essaie de le rappeler. On a une cause en commun, hein. Si vous êtes pro-palestinien, au pire vous dites non mais lui il défend un peu mal de la cause ou un peu de manière un peu pas pro, mais ne vous tombez pas dessus, hein. On veut tous le bien des Palestiniens. Nous défendons en commun comme tous les humanistes et les universalistes se doivent de le faire. Et cela interroge sur tes motivations. Donc là, il remet en cause les motivations de Rima Hassan. Est-ce qu'elles sont sincères? Le sujet, ce n'est d'ailleurs pas toi ni moi. Le sujet, ce sont les 55 000 enfants tués et blessés à Gaza depuis 2 ans, les 20 000 orphelins et le million d'enfants traumatisés à vie. Actuellement privés de tout, les 100 000 morts au total, les centaines de milliers de blessés. Le génocide, la famine, la colonisation, l'apartheid, la faillite de l'humanité et les causes de cette faillite qui remontent à loin, comme je l'expliquais précisément dans cette interview à Thinkerview, à laquelle tu fais référence et que tu n'as visiblement jamais écouté. Un extrait ci-dessous pour te rappeler. Encore une fois, moi je vous dis la vérité. En fait, il faut expliquer. Parce que le problème, ce n'est pas juste 55 000 enfants tués, 20 000 orphelins, tout ça, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de comprendre pourquoi il y a eu ça. Et si vous ne comprenez pas le projet messianique religieux derrière tout ça, vous ne comprendrez pas pourquoi ça va continuer et pourquoi certains médias et gouvernements du monde entier vont se taire. Je le répète, certains, que vous le vouliez ou non, croient à l'arrivée du Messie, de Dieu sur terre, et qu'il faut nettoyer la Palestine de ce qui n'a pas à être là, si vous avez compris, et que ensuite on dominera le monde. Les chrétiens radicaux aux États-Unis considèrent que les Juifs doivent revenir en terre sainte, dégager les Arabes, et ensuite le mal va arriver, le Messie des Juifs va arriver, et Jésus va revenir, va le déglinguer, et tout ce qui n'est pas chrétien va se faire déglinguer la gueule, et les chrétiens domineront le monde, et blablabli, blablabla. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, eh ben en fait, vous n'allez pas comprendre pourquoi les États-Unis vont continuer à soutenir Israël. Vous n'allez pas comprendre pourquoi les massacres vont continuer. Pourquoi il y a un 2 poids 2 mesures et ainsi de suite. Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc Rima Hassan, elle, dans son propos, elle essaie de dire il faut aller plus loin que oh mon Dieu, c'est l'extrême droite. Non, il y a plus loin pour comprendre. Bref. Le sujet, c'est le calvaire des Palestiniens et l'injustice qu'il aurait faite depuis beaucoup plus longtemps. L'oublier est une faute. Donc on va regarder un petit peu, Émeric Caron répond à certains commentaires. Et on va regarder ça ensemble. Et après, il montre un extrait qu'on va regarder ensemble. Étant donné que l'extrait qu'il a posté dure 12 minutes d'Émeric Caron, on va le regarder ça enfin. On va d'abord regarder les échanges qu'il a eus sur Twitter. Et après, on reviendra sur son passage télévisuel. Elle a raison, Électro-Révolution. Elle a raison, il ne faut pas limiter ce génocide à Netanyahou et à l'extrême droite. Il existe depuis l'existence même d'Israël et a touché, même bien avant, et a touché toutes les couches politiques en Israël depuis des décennies. Je vous soutiens tous les deux, mais ce qu'elle dit est vrai. Émeric Caron répond, sauf que je n'ai absolument jamais dit ce qu'elle me fait dire. J'ai même dit tout l'inverse. Triste d'en arriver là, vous êtes un super défenseur de la cause, mais lavez votre linge en interne avec Rima, s'il vous plaît, pour cette même cause. Émeric Caron dit « Je ne tolère pas la diffamation d'où qu'elle vienne, et encore moins quand elle prend pour support la cause palestinienne. » Patoko, qui répond, qui repartage les propos de Émeric Caron. « Malhonnête, mensonge et agressivité.
Il faut vous détendre, rien de tout ça. Elle n'est pas d'accord avec ce qu'elle pense être votre point de vue. C'est tout. C'est votre tweet d'1 mètre de long qui en fait une affaire. Suffit de dire en quoi elle fait erreur. Elle ment, c'est une attaque délibérée pour me nuire, pas un point de vue différent. Donc nous avons le LNHG qui dit « Le sujet, c'est le calvaire des Palestiniens, mais il serait grand temps pour vous d'ouvrir les yeux. Pour eux, tu n'es rien de plus qu'un petit blanc et tu ne seras jamais légitime. Rima Hassan l'a déjà dit devant Mathilde Panot, ils veulent vous écraser, réveillez-vous. » Émeric Caron répond « Ne confondez pas tout, Rima Hassan, ce n'est pas les Palestiniens. » Voilà. Ensuite, je résume, parce qu'il y a tout plein de commentaires qui disent que Rima Hassan, depuis un certain temps, a totalement changé. Surtout sur ses propos sur le Sahara occidental, expliquant que du moment où c'est des Arabes qui colonisent des Arabes, bon, disons que c'est un peu moins grave. Il y a une véritable problématique concernant le Sahara occidental. Qu'elle tient des propos qui permettent de tomber sur des défenseurs de la cause palestinienne. Voilà, je résume un petit peu les propos qui sont tenus sur les commentaires. J'ai pas eu plus d'informations que ça sur Émeric Caron. Attendez, il y a d'autres réactions d'Émeric Caron qui m'étaient passées sous le nez, donc on va regarder ça ensemble, bien évidemment. Moi, je trouve ça dommage que ça se tombe dessus comme ça, mais bon. Merci pour votre défense de l'opprimé et votre opposition ferme à ce qui est fait au peuple palestinien. Cependant, mettre la faute sur l'Occident, c'est mettre la faute sur personne. Où sont Theodore Herzl, les Rothschild et leur financement du projet dès le 19e siècle, Balfour, etc. Émeric Caron qui dit « Je ne parle pas de ça dans l'interview de 3 heures sur Thinkerview. Par ailleurs, c'est quoi le nouveau truc? Scruter les imparfaits? Il a pas dit ça, il aurait dû dire ça. Ce n'est pas digne des souffrances des Palestiniens. » Oui, bon, après voilà, comme on dit là, ça commence à partir en cacahuète. D'ailleurs, ça a même tendance à me convaincre de l'inverse. Je pense que t'es honnête sur la morale dont tu parles, mais est-ce que t'en fais pas trop sur la morale? C'est pas assez sur la politique. Émeric Caron qui répond « Quant aux positions de Rima Hassan, faudra savoir de quelle position vous parlez. Un jour, elle condamne la solution à 2 États, le lendemain, elle le soutient, et le jour d'après, elle le fustige à nouveau. » Incroyable le clash. Il repartage ce propos de Warzen qui dit « Après ces dérapages sur l'Algérie, Rima Hassan s'en prend gratuitement à Émeric Caron, l'un des rares hommes politiques à avoir défendu la cause palestinienne depuis le début. À quoi tu joues, Rima Hassan ?» Et je le répète, moi, effectivement, Émeric Caron, c'est vraiment quelqu'un de bien qui défend les causes depuis très longtemps, ainsi que la cause palestinienne, bien avant le 7 octobre, alors que certains se sont découverts une virginité le 7 octobre. Il aurait fallu peut-être... Alors, j'ai pas compris pourquoi viser spécifiquement Émeric Caron. Moi, j'ai dit les propos de Rima Hassan de très longue date. De très longue date, alors que même Rima Hassan ne le disait pas. Je disais bien que le problème, ce n'était pas l'extrême droite. Le problème, ce n'était pas l'extrême droite. Le problème, c'était le messie, les fous religieux juifs et les fous religieux chrétiens, comme il y a des fous religieux musulmans, etc. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Intégristes. Et donc, s'en prendre directement à l'autre, ça, je suis pas d'accord. Vraiment. Maintenant, n'allez pas critiquer sur le fait de Rima Hassan ou Émeric Caron en disant ce sont des sionistes. Détendez-vous les mecs, il y a d'autres chats à fouetter. Free Palestine qui n'écrit ce message, t'as pas d'autre personne à critiquer qu'Émeric Caron, tu es lamentable Rima Hassan. Au repartage d'Émeric Caron, on voit que pour le Sahara occidental, il dénonce la position de Rima Hassan sur la question du Sahara occidental, ce qui est quand même assez incroyable. Noud qui dit Surmulon News est un média d'extrême droite et il cherche juste à foutre la merde dans la gauche et tu tombes en plein dans le panneau en citant au lieu de t'expliquer avec Rima Hassan en privé.
Oui, bien sûr, c'est de ma faute. Rima Hassan savait parfaitement ce qu'elle faisait en m'attaquant de nulle part. Elle vient de faire une déclaration politique qui aura des conséquences. Emery Caron le dit, moi, quand j'ai regardé l'interview de 3 heures de Thinkerview, j'ai fait une vidéo spécifique en disant qu'Emery Caron se faisait attaquer. Effectivement, c'est pas anodin. Hein, c'est véritablement pas anodin. Donc on va regarder par justesse et honnêteté l'interview d'Emery Caron. Je vais juste accélérer à vitesse, c'est ce que je fais tout le temps, d'au moins 1,25, et écoutons ce qu'il a à dire. Expliquer l'injustice qui a été faite originellement au peuple palestinien. L'injustice qui a été faite par qui? Par nous. Il y a un peuple qui a été complètement oublié, qui a été sacrifié. Donc là, Emery Caron dit... Alors, je vais essayer de pas couper trop vite, parce que déjà 12 minutes. Il explique que le problème de la Palestine, les Palestiniens, la responsabilité, ce n'est pas que les Israéliens. La responsabilité, elle vient de nous, Européens, de gauche comme de droite. Hein? Le problème, ce n'est pas la gauche, ce n'est pas l'extrême droite israélienne ni Netanyahou. Il dit, le problème, c'est nous, les gars. C'est nous tous. Hein? Le peuple palestinien, pour expier nos péchés, pour expier nos fautes, qui sont multiples. Là, comme en l'occurrence, il a été décidé par la communauté internationale, comme on l'appelle, de l'époque, de dire on va offrir ce territoire au peuple juif, qui était harcelé, qui a vécu une histoire terrible, qui sortait de la période la plus affreuse que l'on connaît tous, qui est la Shoah, c'est 6 millions de morts, et qui avait besoin d'être protégé notamment du fait que les Occidentaux n'avaient absolument pas su réagir quand ces Juifs avaient été attaqués pendant la guerre, qu'ils avaient laissé faire, qui s'étaient tus. Qui avait collaboré pour certains. Qui n'avaient pas du tout été à la hauteur de la lutte qu'il aurait fallu mener pendant des décennies, c'est-à-dire entre le début du XXe siècle et la Seconde Guerre mondiale, pour lutter contre l'antisémitisme, qui était tellement fort, avec les pogroms qui avaient lieu, les États-Unis qui refusaient d'accueillir des Juifs dans les années 30, etc. Donc, l'Occident porte une part de responsabilité dans le sort qui a été fait aux Juifs, et avait besoin aussi de se rattraper. La France, évidemment, la France, qui a collaboré, qui a livré des Juifs. Donc, ça a arrangé tout le monde, à un moment de dire, la question juive, ou ce que certains ont appelé le problème juif, on va le mettre là-bas, au Proche-Orient, et ce sont les Palestiniens qui vont payer pour nous. Et donc, on a un peuple qui s'est fait virer, coloniser, et qui, depuis maintenant plus de 70 ans, réclame ses droits, tout simplement. C'est un plan de partage de l'ONU qui a été décidé en 1947, qui a été fait sans que les Palestiniens soient consultés. Alors après, on dit, oh, ils étaient opposés. Bah forcément, ils étaient opposés. Si on arrive chez toi et on te dit, ton appart, là, demain, tu le sépares en deux, il y a des gens qui vont venir chez toi. Pire, tu le donnes. Tu le donnes et tu t'en vas. Tu vas dire, ah, excuse-moi, ça me convient pas vraiment. Donc c'est ça qui s'est passé. Si vraiment on revient un petit peu plus en arrière, la première trahison, celle dont je parle, c'est en 1915-1916. Tu as les Britanniques qui promettent au shérif de la Mecque, Hussein Ben Ali, que si jamais ces troupes, les Arabes, combattent avec les Britanniques, les Ottomans, eh bien à l'issue de la guerre, ils auront le droit à un État arabe, un royaume arabe. Promesse qui ne sera absolument jamais respectée. Et d'ailleurs, au moment où elle est faite, cette promesse, ils pensent déjà à la trahir, puisque la déclaration Balfour, elle intervient en 1917. Les accords Sykes-Picot, qui redéfinissent la région entre les Français et les Anglais, c'est 1916 de mémoire. Donc cette promesse, quand elle est faite déjà, ils savent, ceux qui la font, qu'ils ne la tiendront pas. On sait qu'il y a une volonté très claire aujourd'hui de récupérer la bande de Gaza, de faire fuir les Palestiniens qui y vivent, de faire en sorte qu'ils puissent pas y revenir, tout simplement. De toute façon, il reste quasiment plus rien aujourd'hui à Gaza, et de tuer, en nombre, encore et toujours, ces Palestiniens. Il y a un droit de la guerre, un droit international humanitaire, qui dit qu'on n'a pas le droit de s'en prendre aux civils. On n'a absolument pas le droit. Ça n'est pas vrai. Quand on entend certaines choses aujourd'hui qui nous disent « Ben oui, mais on a le droit de le faire puisque nous nous défendons, donc pas de bol, il y avait des civils. » Non, ça se passe pas du tout comme ça. Il y a les conventions de Genève, tout ça est très réglementé. Un civil, un innocent, ne doit jamais être pris pour cible. Il peut arriver qu'il soit touché par accident, si je puis dire, alors qu'une cible militaire était visée. Mais ça doit vraiment être l'accident. Si, par exemple, on prend prétexte que des militaires se cachent dans un hôpital, puisque c'était beaucoup dit, répété. Ce qui était le cas de temps en temps, non? J'attends les enquêtes indépendantes. J'ai pas vu les preuves. J'ai vu effectivement les déclarations des porte-paroles de l'armée israélienne. Je ne fais pas confiance aux porte-paroles de l'armée israélienne. Ils ont tellement menti. Ça fait même partie de leur stratégie. Le mensonge fait partie de leur stratégie. C'est un énorme problème aujourd'hui à Gaza, les orphelins. Les ONG estiment qu'il y a entre 20 et 25 000 enfants qui ont perdu soit les deux parents, soit au moins un parent.
On ne sait pas du tout ce qu'ils vont devenir parce que là-bas, l'habitude, c'est que quand un enfant perdait ses parents, toujours une structure familiale qui s'organisait pour l'élever, mais souvent ce sont des familles entières qui sont décimées. Des familles de tant de personnes qui sont mortes. Donc il y a des enfants qui n'ont plus personne pour les prendre en charge. Ce sont des enfants amputés très souvent. Il y a des milliers d'enfants qui sont en attente de prothèses. C'est quoi leur vie après? Toute l'imposture occidentale est en train d'être dévoilée. C'est-à-dire que moi j'ai grandi comme toi, j'étais élevé dans cette idée que l'Occident, la France, d'autres pays d'Occident ont porté les valeurs de la démocratie, des droits humains, nous montrions écoles pour les petites filles. Mais voilà, nous montrions le chemin en fait, nous montrions le chemin de la civilisation qu'il fallait poursuivre. Et puis en fait, et ça, là, ce qui dit effectivement, beaucoup de gens sont surpris. Pour ceux qui ont vécu en Europe de l'Est, en Russie, en Afrique, en Amérique du Sud, en fait, c'est ce qu'on appelle le Sud global. Moi, j'ai des origines algériennes. Il faut savoir que pour nous, les gentils, si on doit les définir, c'est l'URSS, en fait. Alors, certains vont me dire, oui, mais il y a eu des massacres, etc. Peu importe. Pour nous, l'URSS, c'est la force qui a souhaité la décolonisation des pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie, etc. Là où l'Occident apportait ce qu'on appelait maintenant, d'ailleurs ça en devient un mème, apporter la démocratie. C'est un mème. Dès qu'on voit dans le monde un endroit où on découvre du pétrole, et t'as plein de petits sketchs comme ça, humoristiques, qu'on voit dans un pays lambda, ou même en France, vous savez, il y a un sketch où un homme, avec son enfant, il creuse dans son jardin et il voit un petit peu de pétrole. Alors c'est faux, c'est de l'eau noire, quoi. Je sais pas ce qu'il a mis, mais et il voit du pétrole et il dit à son fils, vas-y cache, sinon les États-Unis vont venir apporter la démocratie chez nous. C'est exactement ça. Donc l'Occident n'a été qu'une succession de massacres, de domination pour garder leur hégémonie. La chance faisant que petit à petit certains pays se sont développés, la Chine, la Russie et certains pays d'Afrique, et qu'on essaie de les nuire, tout simplement. C'est comme ça, c'est phénoménal. Donc non, l'Occident a été le mal de ce monde, hein. Il faut bien le considérer comme ça. Quand tu plonges un peu dans l'histoire, mais ça c'est documenté depuis des années. Hein. Par exemple, l'Algérie, la colonisation en Algérie, la guerre d'indépendance en Algérie, c'est des millions, un massacre de millions d'hommes et de femmes et d'enfants. La France, il y a quelques années. Tu lis les bouquins de Chomsky ou certains historiens, tu vois, évidemment, tu te rends compte qu'en réalité, non, l'Occident s'est surtout forgé sur la colonisation, l'asservissement, l'exploitation des ressources de territoires qui lui appartenaient pas, et ainsi de suite. Et donc, tout ça est en train d'exploser dans une révélation, je disais, parce que une situation comme Gaza, elle est paroxystique, justement. D'abord dans l'horreur qui s'y passe, mais également dans ce que toutes les prises de position des uns et des autres révèlent. On a des pays aujourd'hui, l'Afrique du Sud, évidemment, mais pas que. On a l'Espagne d'ailleurs. L'Espagne qui fait un peu exception en Europe. Mais bon, on a des pays en Amérique du Sud, en Amérique centrale, enfin, dans un certain nombre d'endroits dans le monde qui sont très présents sur cette question des droits humains à Gaza. Bien plus que nous ne le sommes. Et tout à coup, on se dit, mais alors attends, mais notre histoire d'intervention pour les droits de l'homme, pour la démocratie, mais tout ça, c'était pipeau. C'était pipeau. Sauf que là, c'est tellement criant, on peut plus le cacher. Et il a le problème. C'est le fait de savoir que ce sont des civils qui sont tués pour l'écrasante majorité des victimes, l'écrasante majorité, et qu'on laisse faire, et qu'on dit rien. Le laisser-faire de la France, bien évidemment, est une complicité. Quand il y a des marches du retour, quand en 2018-2019, par exemple, les Palestiniens vont manifester au bord de leurs frontières pour dire écoutez-nous, il faut que les réfugiés puissent rentrer, il faut écouter nos droits, etc. Et qu'ils sont tirés dessus par des snipers. Et donc on se retrouve avec des dizaines de morts, des centaines de blessés, ainsi de suite. Ben, à un moment, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent, de toute façon, non seulement on se fait bombarder régulièrement, non seulement parce que on l'a oublié, mais 2014, je te parlais pas en 2014, c'était un prélude à ce qui arrive aujourd'hui. À l'époque, c'était 2200 morts à peu près en quelques semaines, 500 enfants, des enfants tués alors qu'ils jouaient sur une plage. On a déjà plein d'éléments. Mais à chaque fois, la communauté internationale laisse faire, ne dit rien. Donc qu'est-ce qui se passe à un moment quand tu connais quelqu'un dans ta famille qui a été tué, quand tu connais quelqu'un dans ta famille qui a été fait prisonnier de manière complètement arbitraire, tu connais un cousin qui a 15 ans, 12 ans, 13 ans, qui a été emmené, qui a été emprisonné, qui a été torturé, qui revient. Mais tu peux pas rester pacifiste, tu peux pas rester gentil en disant j'attends que vous veniez me voir pour savoir quand vous serez prêt pour discuter. Le Hamas prospère là-dessus. Ce qui se joue là-bas, c'est la faillite de l'humanité.
C'est-à-dire que ce que je n'arrive pas à comprendre, et je n'arrive pas à le comprendre, mais vraiment, c'est une question qui me bouleverse, parce que de toute façon, pour moi, il y a Alors, si tu n'arrives pas à comprendre quelque chose, Émeric, n'hésite pas à me demander. On va voir et je vais peut-être t'aider à avoir des clés de lecture. un avant et après 7 octobre, pour plein de raisons. Je suis plus tout à fait la même personne qu'avant le 7 octobre. C'est pour ça que je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas pourquoi je parle tellement de ce qui se passe à Gaza. J'ai été horrifié par le 7 octobre, évidemment. Et je suis horrifié de ce qui se passe à Gaza depuis maintenant 1 an. Et la différence, c'est que les horreurs du 7 octobre, je crois que tout le monde a été capable d'exprimer son aversion pour les actes qui ont été commis. Tout le monde a été capable de dénoncer. Tout le monde a été capable de dire mais on ne peut pas accepter cette chose-là, c'est immonde. Tout le monde a été capable d'éprouver de la compassion pour les victimes et les familles des victimes, et pour ce qu'éprouvait Israël à ce moment-là. Sauf que j'ai l'impression que c'est pas vrai pour ce qui se passe depuis 1 an en retour à Gaza. Et ça, j'arrive pas à le comprendre. Alors là, je suis désolé de le dire, avec tout mon amour que je peux porter à Émeric Caron, tu es un menteur. Émeric Caron sait très bien pourquoi. Il sait très bien pourquoi le peuple du monde entier dénonce ce qui se passe à Gaza et pourquoi les médias et les hommes politiques du monde entier, quand je dis le monde occidental plutôt, ne parlent pas de ça, même continuent à soutenir Israël dans ce massacre-là. Tu le sais très bien pourquoi. Tu sais très bien, toi, qui connais très bien le lobbying, le lobby pro-israélien, la mainmise, etc. Tu sais très bien pourquoi. Voilà. Ce qui se passe à Gaza, c'est d'une certaine manière la question de la survie de l'humanité. C'est-à-dire que si tout à coup, nous sommes capables de détourner le regard, nous sommes capables de continuer notre journée comme si de rien n'était, en sachant ce qui s'y passe, pire, en ne voulant pas voir ou écouter quand quelqu'un essaie de vous informer, si on est capable de se dire il y a plus grave, il n'y a pas plus grave. Il n'y a pas plus grave. Il n'y a pas plus grave que ce qui est en train de se passer en ce moment à Gaza. C'est pour ça que c'est une obsession pour moi, parce que je suis obsédé par cette perte de l'humanité à laquelle j'assiste chaque jour en direct. Il faut évidemment déjà arrêter les processus de colonisation qui continuent. Il faut redonner des droits fondamentaux aux Palestiniens tout de suite. Il faut arrêter les exactions qui sont commises quotidiennement en Cisjordanie, puisque en 2023, par exemple, en Cisjordanie, il y a à peu près 500 Palestiniens qui ont été tués, dont 300 après 7 octobre. Les colons sont de plus en plus violents là-bas, aidés par l'armée. Donc ce sont des colons qui tuent, qui exécutent, qui virent les gens de leur maison, qui brûlent les plantations, qui volent les troupeaux, etc. Dans l'impunité la plus totale. Donc l'urgence, la première urgence, c'est bien évidemment qu'on arrête le génocide à Gaza, que les bombardements cessent, que l'armée se retire de Gaza, que l'armée syrienne se retire de Gaza. Mais il y a la Cisjordanie aussi. Si on veut reprendre un processus de paix, il faut déjà rétablir une forme de paix. Il n'y a pas la paix. Avant le 7 octobre, il n'y avait pas la paix. C'est-à-dire que les gens qui racontent « ça a commencé le 7 octobre », non, pas du tout, ça n'a pas commencé le 7 octobre. Quelqu'un qui ne considérerait pas que la vie d'un enfant, la protection de la vie d'un enfant, c'est notre priorité absolue, c'est notre devoir moral absolu. Quelqu'un qui ne considérait pas ça, je considère que nous n'appartenons pas à la même humanité. Je ne fais pas humanité avec lui. Et c'est ça exactement qui est en train de se jouer. Je vois chaque jour des dizaines d'enfants qui sont mutilés, qui sont tués, qui sont écrabouillés. Et je vois des gens autour de moi à qui ça ne viendrait même pas l'idée d'être perturbés par cette réalité. C'est vrai. Et je suis effaré, je suis bouleversé, et c'est pour ça que j'ai un besoin absolu d'en parler et d'en parler encore. Donc voilà, Émeric Caron a été très clair, donc voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Après peut-être pour certains c'est un peu trop technique. Dites-moi vous ce que vous en pensez, et à la prochaine sur l'actu courte.